Un club de football reste une société comme une autre. Et elle est juste beaucoup plus émotionnelle. Bienvenue dans T'es OK, ton émission en association avec Unibet et Charleroi. Comme à chaque épisode, un invité va piocher un papier sur lequel figure une phrase souvent entendue dans le milieu du football. S'il est d'accord, il posera son verre vers le oui. S'il ne l'est pas, il le posera vers le non. Bien sûr, on compte sur vous pour liker cette vidéo et la commenter. Notre invité cette semaine, c'est le président. On est dans sa loge. C'est Mehdi Bayat. Comment ça va, Mehdi? Ça va? Écoute, je suis content de te recevoir dans T'es OK. Tu as compris un petit peu le principe. Je te laisse découvrir. Pas de suspense plus. Je pioche. Vas-y. Le pouvoir est grisant. On peut perdre le sens des réalités si on n'est pas conscient. Alors, le pouvoir est grisant si tu en es conscient ou pas. Et tu verras un petit peu le pouvoir d'une certaine façon ou l'autre. C'est souvent ce qu'ont connu les rois à l'époque de la France, et ils ont eu la tête décapitée. D'abord, je te laisse prendre effet. Est-ce que tu mets vers le oui ou vers le non le verre? Oui. Vas-y, je t'écoute. Non, je pense effectivement que le pouvoir est une arme à double tranchant et qu'il faut vraiment rester les pieds sur terre quand on a prise de décision à prendre, et surtout dans un secteur aussi émotionnel qu'est le football. Le problème qu'on a, et c'est ce que j'ai souvent dit, et d'ailleurs ça fait grimacer mes supporters lorsque je le dis, c'est que je dis toujours, on ne peut pas prendre une décision sous la pression populaire, et lorsqu'on doit prendre une décision impopulaire pour le bien de la structure, il faut être capable de la prendre. Et c'est là où en fait il faut être bien conscient que lorsqu'on est justement dans des sphères de décision, des sphères de pouvoir, on est souvent très seul. Parce que ces décisions-là, il faut toujours à un moment donné que quelqu'un les assume. Et c'est vrai que dans mon rôle de dirigeant, j'ai plusieurs fois été confronté à devoir prendre des décisions, mais tout en ayant, je dirais, ce sens des responsabilités de dire chaque décision doit être prise dans l'intérêt général. Et c'est vrai qu'on peut se perdre dans ce jeu, et c'est vrai que c'est très grisant d'ailleurs. Je crois que le mot est juste, parce que certains moments, on a cette sensation de solitude qui est propre malheureusement à toutes les personnes qui doivent prendre des décisions. Et toi, tu as déjà eu cette sensation, je me permets de te tutoyer, tu as déjà eu cette sensation justement d'avoir un peu les pieds qui soulevaient un peu trop la terre, et d'avoir justement ce besoin de te recentrer à un moment donné? Non, mais c'est vrai que ça nécessite un travail en soi. Moi, j'ai eu vraiment beaucoup de chance d'apprendre mon métier pendant 10 ans. J'ai eu la chance de regarder mon oncle gérer le club pendant 10 ans, et de bien analyser toutes les situations, et de me dire à un moment donné, le jour où j'aurai les clés, je dois en tout cas vraiment transformer cette période-là en une expérience qui doit me permettre justement de ne pas perdre pied, et de bien rester proche de ce qui est le plus important, ça veut dire le club et je dirais surtout sa santé. Il y a besoin de garde-fous pour ça? Oui. Je pense qu'il faut s'auto-cadrer, il faut être capable, parce qu'à partir du moment où on a la possibilité, justement, toute la question est là, c'est de se dire finalement, quand on a le pouvoir, on a le pouvoir. Et donc il faut être capable effectivement de s'auto-cadrer, d'être capable de justement se remettre en question, chose que je fais très souvent. Et en même temps, il faut être capable de ne pas créer le doute non plus dans la tête, parce que quand on doit prendre une décision, si on doute, souvent elle est mal prise. Mais tu as des petits tips ou pas pour justement avoir cette espèce de garde-fou pour te dire ok là ou là, est-ce que à un moment donné on va pas aller trop loin? Mais évidemment j'ai la chance aussi d'être extrêmement bien entouré, et c'est vrai que j'ai des proches avec lesquels je travaille évidemment, et qui, je dirais, représentent un petit peu mon baromètre. C'est eux à qui je vais très clairement poser la question à un moment donné, de leur dire les gars, est-ce que vous avez le sentiment que je délire, et si c'est le cas, dites-le moi tout de suite, parce qu'on a besoin de pouvoir justement sentir ce genre de choses par des gens en lesquels on a confiance. Et puis aussi il faut communiquer, parce que lorsqu'on communique avec son personnel, avec les gens avec lesquels on travaille, avec aussi des fois les membres de sa famille proche, ma femme, peu importe, mais il faut aussi communiquer parce que ça nous permet aussi de nous analyser nous-mêmes dans notre discours, et si à un moment donné on sent que le discours déraille, ça veut dire peut-être qu'on est en train de perdre pied. Allez, la deuxième petite languette, vas-y. Président de club, j'ai accepté une offre de transfert nettement inférieure pour répondre aux désirs d'un de mes joueurs.
Alors, est-ce que c'est possible? Est-ce que tu serais potentiellement d'accord avec ça? C'est une phrase réelle qui a existé, hein, qui a été dite par un président. Oui. C'est pour ça que je l'ai reprise. D'abord, je te laisse répondre avec le vert. Moi, Non. je dirais non, parce que je pense que l'intérêt du club, l'intérêt de l'entité qui est un club, alors ici on est au Sporting de Charleroi, mais c'est pour être dans n'importe quel autre club, celui-ci doit toujours rester au-dessus de tout. Ce que nos supporters appellent le blason est une réalité, et dans l'esprit de fonctionnement d'un club, je pense qu'il faut toujours faire cela. Pourquoi? Parce que si on fait une dérive, et ça peut arriver, hein, et je suis tout à fait conscient que c'est possible que ça arrive, mais si on ouvre la porte à ce genre de décision, c'est fini. Il n'y a plus de ligne de conduite. Et ça veut dire que n'importe quel autre joueur dans le vestiaire, et en plus tout se sait dans un vestiaire, va arriver en disant « mais je ne comprends pas, pourquoi est-ce que tu as fait ça pour lui et pourquoi tu ne le fais pas pour moi ?» L'argument de la pente glissante, en fait. Complètement. Et c'est là où il faut être vraiment très strict sur ce genre de décision, où voilà, le club est prioritaire sur tout et tout le monde, en ce y compris même sur moi. Et donc il faut être capable de tenir la vague, parce que c'est vrai qu'émotionnellement parlant, on a souvent tendance à vouloir faire plaisir. On a envie à un moment donné de dire « ok, oui, je comprends ». Alors, c'est pas pour autant qu'un deal ne peut pas se faire, mais si les conditions du club ne sont pas atteintes, alors il n'y a pas de deal. Si le joueur a vraiment l'envie de partir, alors à ce moment-là, il faut être capable de faire en sorte qu'on puisse atteindre les conditions qui rentrent dans la catégorie acceptable par le club. Et là, à ce moment-là, je pense que tout le monde est plus ou moins content. Oui, mais ici, le contexte, je te le replace, le contexte de la phrase, c'est le contexte d'un club qui accepte par exemple un montant de 5 millions d'euros au lieu d'accepter 5,5 parce qu'il préfère aller, je ne sais pas moi, dans un club X parce qu'il y a 500 000 euros de différence. Il va dire ok, je préfère aller là. C'est plutôt ça le contexte. Alors, il faut... là, le cadre est différent. Ça veut dire qu'on peut évidemment accepter de faire des concessions qui restent acceptables, encore une fois, pour faire en sorte qu'un deal puisse se faire. Parce que de toute manière, quand on veut faire un deal, il y a un club acheteur, un club vendeur et un joueur, et toutes les parties doivent être d'accord. Et donc évidemment, là, à certains moments, mais c'est de la négociation. Là, c'est pas, je dirais, ça rentre tout simplement dans le cadre de la négociation. Et je dirais, sur une fourchette de 10%, évidemment qu'il y a une négociation sans problème. Laisser partir un joueur au bon moment, en tout cas, c'est des choses que tu as déjà fait. En tout cas, voilà, je prends le parti de dire qu'avec l'exemple d'Anas Zahouri, c'est quelque chose que tu as fait. Et je trouve que c'était d'ailleurs un très bon choix, mais ça, c'est mon avis. Vas-y. L'argent ne peut faire que nous soyons heureux, mais c'est la seule chose qui nous compense de ne pas l'être. Voilà. Donc ça c'est une phrase on le tra de Hyacinthe, je pense. Benavente. Voilà, exactement, Benavente, qui est je dirais, un écrivain assez connu espagnol. Donc c'est évidemment cet argument sur le bonheur. Pourquoi? Parce qu'on avait eu une discussion ensemble la saison dernière qui m'avait fort touché sur justement le fait de dire est-ce que parce que tout va bien dans ma vie au niveau professionnel, est-ce que je n'en serais pas moins heureux ou pas d'ailleurs? Et donc c'est pour ça aussi que j'ai fait venir cette phrase. Je te laisse d'abord prendre effet de ta décision avec le vert. Mais je relis encore une fois la phrase parce qu'elle peut vraiment, il faut la prendre en fait dans un sens ou dans l'autre. Mais l'argent ne peut faire que nous soyons heureux, mais c'est la seule chose qui nous compense de ne pas l'être. Exactement, exactement. Donc c'est évidemment le problème qu'on peut parfois poser avec une vie où on se dit ok, on a de la réussite, il se passe des choses super dans ma vie, on parle de moi, j'ai de l'argent, mais est-ce que au fond de moi, je suis heureux? C'est ça la question. Oui ou non? Moi, je vais faire quelque chose peut-être qui n'a pas encore eu lieu dans l'émission. Tu peux boire le verre hein, si c'est... Hop. C'est ce que j'ai dit. Mais effectivement, ça a déjà été fait, mais c'est très bien. C'est très bien d'avoir fait aussi. C'est oui et non. Pourquoi? Parce que c'est une question existentielle. Je pense que l'être humain, en fait, est conditionné à plusieurs choses dans sa nature. Un, c'est naître, se nourrir, évoluer, pour se nourrir mieux, redonner vie, protéger sa descendance, la nourrir, essayer de faire en sorte que sa descendance puisse suivre un chemin, je dirais, qui correspond finalement aux volontés qu'on a depuis le départ. Mais en réalité, c'est ça. Autour de ça, on a créé tout un monde qui fait en sorte qu'on puisse avoir des personnes qui soient plus riches que d'autres, des personnes qui aient plus de réussite que d'autres.
Et c'est ce qui est évidemment aujourd'hui le reflet de notre société. Je synthétise quand même parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais la réalité, c'est que l'argent peut rendre très heureux si on est en phase avec sa vie, si on est heureux au sein de sa vie. Et de la même manière, l'argent peut rendre très malheureux parce qu'on n'est pas en phase avec sa vie, tout simplement. Donc je crois qu'il ne faut pas en fait prendre en considération que l'argent est une fin en soi pour aller chercher le bonheur. Je dis très souvent que je rencontre des gens qui sont extrêmement épanouis dans des métiers essentiels à notre société, mais qui ne sont pas forcément des métiers très valorisés ou valorisants, et qui permettent de gagner beaucoup d'argent. Mais ils vivent très sereinement leur vie, ils sont heureux, et je crois que c'est vraiment ça qui est le plus important. Il faut avant tout se sentir bien dans ce que l'on fait, et si on se sent bien dans ce que l'on fait, qu'on en ait ou qu'on n'en ait pas, on sera heureux. Mais évidemment, si on l'est, au plus on a d'argent, au plus on saura bien l'utiliser pour se rendre encore plus heureux. Donc tu serais capable de faire un autre métier que tu aimes, si tu l'aimes, qui serait, même s'il était moins rémunérateur? Ah, complètement. Ok. Ah, ça je pense que si c'est une des leçons que j'ai appris dans ma vie aujourd'hui, le plus important vraiment, c'est d'être heureux. Et ça, peu importe, je dirais, les considérations qu'on va avoir, matérielles ou autres, le plus important, c'est de se lever en étant content de se réveiller tous les matins et de dormir tous les soirs avec de la sérénité en tête, en se disant je suis content de me coucher parce que j'ai passé une bonne journée. Voilà, et l'amour, encore une fois, qui est le plus important. Bien sûr. Bien sûr. Allez, je te laisse prendre effet de la quatrième languette. Je ne négocierai jamais pour signer un joueur si ma relation avec son agent n'est pas bonne. Non. Non, parce que je l'ai déjà fait. C'est du vécu, très clairement. Ouais. J'ai déjà négocié. Alors évidemment, ça n'aide pas. Parce qu'en réalité, moi je fais toujours abstraction. Je dirais, on ne peut pas à un moment donné contraindre un joueur à se séparer de la personne à laquelle lui a confiance, même si cette personne est conne. C'est comme ça. Ouais. Alors c'est ma vision, c'est pas la sienne, et donc il faut respecter ça. Alors après, il faut essayer de mettre un petit peu d'eau dans son vin, mais il m'est déjà arrivé malheureusement de ne pas faire certains deals, alors que le joueur voulait venir à Charleroi, que moi je voulais que le joueur vienne à Charleroi, qu'on avait un accord avec son club, mais parce que son agent en fait a tout fait pour saboter le deal, parce que j'avais pas de bonne relation avec lui. Et c'est comme ça. Ça existe dans le monde du foot, il faut l'accepter, c'est dommage. Il y a eu des regrets par la suite d'ailleurs, le joueur est même revenu après, mais bon, le wagon était déjà passé. Mais donc c'est pour ça qu'il faut, je pense que c'est la responsabilité de toute personne, et surtout dans notre secteur, d'être capable de vraiment défendre l'intérêt de quelqu'un. Moi, à partir du moment où le département scouting, ou le coach, ou le staff, où tout le monde me dit que le joueur correspond à nos attentes, et qu'on a un discours avec lui et qu'on sent qu'il veut venir, peu importe ma personne, encore une fois, c'est là où il faut être capable de se positionner, de dire toujours le club doit rester prioritaire sur toute décision, et surtout, et c'est ce que je dis très souvent, ça c'est quelque chose que j'ai appris aussi vraiment dans le monde du foot, quand on veut être dans des sphères de décision, on ne doit pas avoir d'ego, l'ego doit être rangé au placard, parce que l'ego est quelque chose qui peut malheureusement nous amener dans des situations pareilles, où on va peut-être faire rater une opportunité au club, tout ça pour vouloir dire que j'aime pas son agent, ton joueur ne viendra pas chez moi. Et ça arrive malheureusement trop souvent dans le monde du foot et c'est très dommage. Non, mais aujourd'hui, on voit avec évidemment l'euphorie autour de joueurs comme Haaland, Mbappé, pour prendre des exemples qui sont très très internationaux et clairs pour tout le monde, que le joueur aujourd'hui a vraiment son destin en main et que ce sont les clubs qui ont plutôt tendance justement à dévier d'un côté comme de l'autre. D'où le rôle de l'agent qui peut parfois être déterminant aussi, mais les clubs ont plus tendance à courir derrière les grands joueurs ou les joueurs très importants quand ils le veulent vraiment. Oui, et puis bon, là on parle de deux exemples qui sont... C'était volontaire, Mehdi, c'était... Voilà, là on va vraiment dans un cadre qui est un peu différent, ouais. Mais effectivement c'est une réalité qui existe à tous les échelons du football, et je dirais pour un club comme Charleroi, c'est ce que j'ai dit encore tout à l'heure, malheureusement c'est des situations qui existent dans le monde du football, et je pense qu'on doit essayer de faire en sorte peut-être aussi qu'il y ait un peu plus, je dirais, d'humanité des fois dans certaines décisions, et qu'on pousse surtout à faire en sorte que le joueur aille chercher le bonheur là où il pense qu'il l'est, pour lui en tout cas avant tout. Ok, la dernière petite languette, elle est pour toi. Je te
puisse prendre effet de ça. Si on veut réussir comme dirigeant de football, il faut savoir déléguer. Là, il n'y a pas de double lecture comme avec Hyacinthe Benavente. Hein. C'est évident que c'est oui. Je pense que c'est... Un club de football reste une société comme une autre. Et elle est juste beaucoup plus émotionnelle. Et on doit recommencer chaque année. En dehors de ça, c'est une structure de fonctionnement dans laquelle, si on n'arrive pas à déléguer, on est voué à l'échec. Et il faut être capable de le faire. Parce que sinon, plus on va grandir, plus ça va devenir difficile. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu à Charleroi à titre personnel. Depuis la reprise du club en 2012, évidemment, on a eu une ascension fulgurante. On a dû aller chercher du personnel en plus pour nous accompagner. Et à un moment donné, le constat est simple, on ne peut pas être partout en même temps. Moi, en plus, qui ai occupé différentes fonctions à la fédération, où j'ai été président de fédération, je me suis occupé des Diables Rouges pendant 5 ans, mais pendant ce temps-là, Charleroi continue d'avancer. Bien sûr. Si on ne sait pas déléguer, on ne s'en sort pas. Et c'est pour moi une évidence même que le fait de pouvoir faire confiance, c'est ce qui a créé aussi une dynamique positive, parce que quand on fait confiance à quelqu'un, il le sent. Et quand on donne des responsabilités, le personnel le sent, se sent gratifié et indéniablement va mieux travailler. Ça ne veut pas dire donc rajouter des strates en plus, parce qu'à Charleroi, c'est souvent posé la question d'un directeur sportif en tant que tel qui pourrait travailler avec toi notamment. Et là, ce serait de déléguer effectivement cette responsabilité que tu portes un peu seul, décisionnelle. Oui et non, parce que en fait, le choix et la responsabilité du directeur sportif aujourd'hui dépend plus du modèle de fonctionnement du club. D'accord. Parce que très souvent, dans les clubs, on n'a pas quelqu'un comme moi qui aujourd'hui est actionnaire principal, administrateur délégué, et je dirais présent tous les jours dans la vie du club. Surtout depuis en plus que j'ai arrêté la fédération, la ligue et toutes les autres fonctions que j'occupais dans le football. Aujourd'hui, je suis à 100% sur Charleroi. Si je viens à aller chercher un directeur sportif, en réalité, je vais juste mettre un tampon entre mon entraîneur et moi, là où dans la ligne de conduite du club, il y a toujours eu un maximum de proximité. Et en réalité, on a souvent tendance à mélanger le rôle d'un directeur sportif avec, par exemple, un directeur du recrutement. Et là, on est en train de mettre en place de plus en plus cette cellule de recrutement. Et les fonctions d'un directeur sportif sont, de faire le lien entre la direction et le staff sportif. Or, à un moment donné, quand la direction est là au quotidien, il n'y a pas besoin de faire de lien puisque la direction est là. Par contre, au niveau du recrutement, on est en train maintenant de vraiment essayer de mettre en place une vraie structure pour, en réalité, mettre en avant l'excellent travail de recrutement qui a été fait à Charleroi pendant toutes ces dernières années, avec évidemment des couacs de temps en temps, mais on a quand même beaucoup plus de réussite que l'inverse. Et donc aujourd'hui, la volonté, c'est vraiment de mettre en place un cadre, et peut-être qu'on va aller chercher un responsable du recrutement pour coordonner, je dirais, cet aspect-là, qui est aussi, en termes de business, un des éléments ou des départements les plus importants du Sporting de Charleroi, puisque je répète souvent que finalement, c'est la vente de joueurs qui nous permet de pouvoir évidemment équilibrer nos comptes, voire même d'aller chercher des bénéfices pour faire grandir le club, et que indéniablement, c'est un des leviers les plus importants, donc qui mérite le plus d'attention, puisque si on veut vendre un joueur, il faut évidemment être capable d'aller le recruter intelligemment au départ. Oui, d'autant que effectivement, tu fonctionnes de cette manière-là, mais les clubs belges ne fonctionnent pas tous comme ça. Hein. C'est vraiment particulier à Charleroi, oui. Et la manière de vouloir développer la chose. Il y a d'autres clubs en Belgique qui le font, notamment le club de Bruges avec une coordination sportive, une coordination du recrutement. Il y a toute une série de strates. Et toi, tu veux tendre vers ça ou Oui, je pense qu'au fur et à mesure qu'on réussira à faire grandir le Sporting de Charleroi, je pense que le club de Bruges est évidemment un exemple. Il est un exemple pour toute la Belgique d'ailleurs en termes de structuration. Je connais très bien Bart Verhaak, que je considère vraiment comme un ami dans le monde du foot. On parle beaucoup, on a beaucoup échangé ensemble. Et je pense que ce qu'il fait là-bas, ça doit être un exemple. Mais il a les moyens de le faire. Ils ont réussi à prendre une telle dimension aujourd'hui en Belgique avec les rentrées financières liées non seulement à leur vente de joueurs, mais évidemment avec la Champions League à laquelle ils ont quasiment participé de manière... Leurs résultats parlent pour eux, en effet. Ouais, exactement. Ouais. Sur les 5 dernières années, indéniablement, ça donne des moyens. Et donc, quand on a des moyens, c'est quand même plus facile de pouvoir faire ce qu'il y a à faire. Alors, encore une fois, il faut mettre encore leur travail en avant, parce que le club de Bruges aussi, en disant
à une ascension fulgurante. Ils sont partis vraiment de très loin, même si ça restait vraiment un club très important en Belgique. Mais ils ont réussi à construire aujourd'hui, je dirais, une dimension où, quand on les compare, je pense que c'est très flatteur au Bayern belge. Bon, voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Et évidemment, c'est tout le mal que je souhaite au Sporting de Charleroi. Si on arrive ne serait-ce qu'à faire la moitié de l'étape qu'eux ont fait et à se positionner dans le haut du classement belge, on pourra être évidemment très fiers et très contents. Mehdi, merci beaucoup pour ce moment. Avec plaisir. C'est un très grand plaisir. Merci à vous d'avoir suivi cette émission de T-OK consacrée à Mehdi Bayat. Bien sûr, vous n'hésitez pas, on like cette vidéo, on laisse des commentaires et on se retrouve très vite dans T-OK.